Je vous propose qu'on débute tranquillement le webinaire. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et de mobilisation des connaissances. Aujourd'hui, je vous propose le troisième et dernier webinaire de notre programmation printanière 2017. Pour cette programmation-ci, nous aurons eu 3 webinaires de la série Découverte. Rappelons simplement que nous avons aussi des webinaires qui s'inscrivent dans une série Développement professionnel. Tout d'abord, un petit survol de la Société Santé en français et des objectifs poursuivis par nos webinaires. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Il y a 3 objectifs qui sont poursuivis par les webinaires SSF. Le premier, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le deuxième, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, on a un webinaire qui s'inscrit dans la série Découverte, donc qui est une présentation de la ligne d'écoute TELaide, qui sera réalisée par Jean-François Parent, qui est directeur général de TELaide Outaouais. Donc, pour décrire brièvement Jean-François, au cours des 20 dernières années, il a évolué dans le domaine de l'intervention psychosociale en Outaouais. Il a commencé comme intervenant en 1995 au Centre Interaction pour ensuite occuper des postes à l'Envol SRT de Gatineau comme agent d'intégration et de formation, ainsi que de directeur général. Il a également travaillé de nombreuses années à titre de psychoéducateur avec différents organismes impliqués auprès des jeunes. Monsieur Parent est étudiant en travail social à l'Université du Québec à Montréal et détient également un baccalauréat en psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais. Avant de lui laisser la parole pour sa présentation, simplement vous dire que vos micros ont été mis en sourdine lorsque vous vous êtes connecté au webinaire. Donc, pour la période de questions qui suivra la présentation qui devrait durer environ, je dirais, entre 30 et 40 minutes, on va avoir une période de questions. Donc, 3 moyens de vous exprimer, de poser vos questions, de donner vos commentaires. La boîte de dialogue, la fonction questions-réponses ou encore lever la main. À ce moment-là, je peux allumer votre caméra et on peut avoir une interaction à 3 avec Jean-François. Donc, sans plus attendre, la présentation étant partie, Jean-François, la parole est à toi. Ben, merci. Là, on m'entend, là? Tout est beau. Ah, OK. Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, c'est ça, mon nom est Jean-François Parent. Jérémy m'a présenté et tout ça. Puis, on va regarder ensemble un PowerPoint que j'ai monté pour l'occasion d'aujourd'hui. Donc, ligne d'écoute TELaide TAO, renforcer les capacités en santé mentale, c'est la présentation d'aujourd'hui. Le PowerPoint que je vais faire, que je vais passer au travers avec vous, ça va être de présenter les services de la ligne d'écoute de TELaide Outaouais, qu'on surnomme, qu'on appelle aussi TAO. Répondre aux questions émergentes aussi, consolider l'intérêt des membres, s'il y a des gens qui ont un intérêt, explorer des occasions de collaboration et voir aussi les prochaines étapes. Même si le projet a pris fin au 31 mars, il y a une extension qui est accordée par le conseil d'administration de TELaide Outaouais. Donc, l'historique au niveau du projet, tout a commencé il y a 3 ans avec comme intermédiaire la Société Santé en français, dont Jérémy vient de faire la présentation. La stratégie était le moyen utilisé pour mettre en branle la ligne d'écoute, donc la stratégie en santé mentale avec ses orientations, renforcer la capacité communautaire, renforcer la capacité en santé mentale. Donc, dans les 3 priorités qu'il y avait d'élaborer, on avait bien sûr sensibilisé les professionnels puis les communautés à l'importance de la langue comme déterminant de la santé en santé mentale. On avait renforcé la capacité communautaire aussi en santé mentale par le déploiement de programmes de premiers soins en santé mentale auprès des communautés francophones. Et pour terminer, on avait aussi évalué l'accès à des besoins des communautés francophones en matière de lignes d'écoute par province, par territoire,
puis analyser la pertinence de déployer le modèle de Tallaght-Outaouais qui est développé depuis une quarantaine d'années en Outaouais. Donc, l'objectif du projet TAO en collaboration avec le SSF, c'était de faire un état de situation puis une analyse des besoins en regard des services en santé mentale en français au travers de toutes les provinces où il y a un réseau, évaluer l'accès et les besoins aussi des communautés francophones vivant en contexte minoritaire à des services de ligne d'écoute dans les continuums de services en santé mentale, et aussi étudier la pertinence de déployer le modèle développé en Outaouais. Hein? Puis identifier aussi des promoteurs potentiels. Parce que c'est un travail qui ne se fait pas seul, donc c'est important d'identifier des comités, des réseaux, des gens qui pourraient nous aider à faire la promo, puis d'aller plus loin dans le développement de ce projet-là. Aussi important à rappeler qu'au début, on n'allait pas de toute évidence avec l'accès à la ligne 800. On offrait l'alternative de créer un réseau d'écoute à même la province ou d'avoir accès à la ligne 800. Et majoritairement, même je dirais unanimement, c'est l'accès à la ligne 800 qui a été majoritaire comme idée de développement. Les différentes phases du projet, si on regarde depuis le début, il y a eu la collecte et l'analyse des données de octobre 2014 à mars 2015. Un gros travail qui a été fait en partenariat avec Rosanne Aymard, si certains d'entre vous l'ont déjà rencontré. Dans chaque province, voir les lignes unilingues anglophones, bilingues, la réponse à la population, tout ça, vraiment voir dans quoi on s'embarque, puis quels étaient les besoins, puis quelles étaient déjà les offres de services pour chacune des provinces. Par la suite, on est allé avec la présentation aussi des résultats puis les rapports en avril 2015. Donc, tout a été présenté avec un comité de direction qui était à même en partenariat avec le SSF. On regardait chacun de ces éléments-là, qui a été présenté aussi à tous les réseaux qui avaient un intérêt au niveau de ce projet-là. Pour 2015-2016, dans l'année 2, il y a eu la planification puis les recommandations. Et dans cette même année-là aussi, on est allé avec certains projets pilotes où on a rendu accessible la ligne 800 à certaines régions. Donc, les premières régions qui ont pu bénéficier d'un accès à la ligne 800, c'est l'Ontario Sud-Est et l'Ontario Nord-Ouest, Nord-Est aussi, qui ont pu obtenir un accès à la ligne 800. Puis on voulait voir un peu quelle serait la réponse. Donc, c'était le but aussi de poursuivre l'évaluation des besoins puis les études de faisabilité. Donc, prendre cette expérience-là, puis peut-être en refaire une autre copie au travers d'une autre province. Donc, on voulait partir avec quelque chose de concret pour voir essai-erreur, voir un peu les besoins, ce qui marche pas, mise en œuvre des services de ligne d'écoute qu'on est allé de l'avant. Puis, on a accompagné aussi dans l'évaluation de l'implantation, qu'on a fait un partenariat aussi avec l'Université d'Ottawa qui nous a aidé à bien évaluer en quoi ça consiste de mettre comme ça un projet pilote. Par la suite, on est allé aussi en consultation communautaire, puis aussi une implantation de la ligne avec l'Alberta en mai 2016, qu'on a travaillé communément avec un comité qu'on a mis sur place, qu'on travaille toujours avec ce comité-là, avec le réseau de Albertain, puis avec d'autres partenaires aussi, pour essayer de faire la promo, puis de voir jusqu'où on pourrait aller pour optimiser les chances de mettre en place et de poursuivre la ligne. Et en 2016-2017, on a poursuivi avec les activités précédentes et aussi on est allé voir un intérêt de la part du Yukon pour avoir une entente de service pour qu'ils puissent avoir accès à la ligne 800. Puis on est toujours dans cette démarche-là avec le Yukon. On est allé aussi au Yukon pour aller sur place et on a regardé aussi pour avoir une expansion dans l'est de l'Ontario aussi pour la ligne puis l'accès à la ligne 800. Donc, ça, c'est les phases de projet jusqu'au 31 mars 2017, ce qui a été fait. Maintenant, ça serait important de regarder un peu en quoi consiste Tallaght-Outaouais. Donc, Tallaght-Outaouais, c'est Tallaght-Outaouais, c'est la terminologie qu'on va utiliser beaucoup plus au niveau de nos partenaires avec l'Outaouais et Ottawa. Mais quand on y allait dans le sens avec les partenaires des autres provinces, on utilisait beaucoup plus Tallaght. Donc, ça faisait beaucoup moins identifié à un territoire en particulier. Et ça faisait, ça augmentait plus le sentiment d'appartenance de le présenter avec Tallaght. Donc, Tallaght, c'est un organisme sans but lucratif qui a depuis plus de 43 ans dans la région d'Ottawa-Gatineau. On a un conseil d'administration comme tout au SBL. On a plus de 50 bénévoles
Depuis 3 ans, c'est toujours autour de ce nombre-là qu'on maintient nos bénévoles. Il y a de la mouvance, il y en a qui partent, mais il y en a des nouveaux qui reviennent, puis à chaque année, on arrive toujours à maintenir ce même nombre-là. Tao Telaide a 2 centres d'appel. On en a un à Ottawa et on en a un à Gatineau. Et on a 3 lignes d'écoute. On a 2 lignes locales, donc une 613 qui correspond à desservir Ottawa, une dans le 819 pour Gatineau, et notre ligne 800 qui est accessible de partir de toute autre région, là, hors Ontario, hors Québec, et qui est sans frais pour les personnes qui appellent. L'année dernière, on avait plus de 8000 appels. Pour la dernière année qui vient de passer, 2016-2017, on a répondu à plus de 5837 appels. Ah, j'ai entendu un bip. Pour l'écoute comblée, on parle à peu près 5449 heures d'écoute empathique. Là. Ça veut dire que c'est le nombre d'heures totales qui a été fait au niveau de la dernière année. Ça représente 95% de l'horaire d'écoute qui est complété par nos bénévoles, ce qu'on est assez fiers comme mode de service. Tao Telaide aussi, c'est un service d'écoute puis de référence en français, donc ça signe vraiment qui vraiment s'adresse aux francophones, ce qui nous distingue de plusieurs autres services téléphoniques quand on arrive dans d'autres provinces. Et pour toute personne qui souffre ou qui vit de la détresse psychologique, aussi qui est assuré par plus de 50 bénévoles qui sont formés, encadrés à fournir une écoute attentive et empathique. Et cette formation-là, c'est moi qui la donne avec mon coordonnateur. Cette formation-là aussi, je vais la voir avec vous plus en détail par la suite, mais je l'ai beaucoup retravaillée depuis 3 ans. Je voulais qu'elle soit beaucoup plus adaptée à la prévention en santé mentale et que les bénévoles soient mieux outillés pour répondre aux besoins de la population. Donc, le processus pour être bénévole à Telaide Outaouais, le tout commence par une entrevue de sélection qui souvent va durer entre 1h30 et 2 heures. On trouve que c'est un moment qui est très pertinent et important de vraiment valider avec la personne les raisons pour lesquelles elle veut être bénévole et si elle correspond aux valeurs et à la mission de notre organisation, parce que pour nous, c'est important d'assurer une qualité de service auprès des populations desservies. Après ça, on a une rencontre qui consiste à une séance d'orientation qui, environ 4 heures, qui va être un soir de semaine qui va se donner. On va regarder avec les personnes, c'est quoi les valeurs au niveau de Telaide, c'est quoi les besoins de l'appelant, ça va être quoi un peu, ou les besoins aussi de l'écoutant, c'est quoi nos attentes par rapport à nos bénévoles. Donc, c'est un portrait aussi de l'historique de Telaide qui va être présenté. Si les personnes, après la séance d'orientation, ont toujours un intérêt à poursuivre, on va suivre avec la formation initiale qui est de plus de 18 heures, qui est donnée sur toute une fin de semaine complète. Donc, qui se donne en 4 blocs. Et les 4 blocs sont les suivants. Le premier bloc, on va enseigner au niveau de toutes les techniques d'écoute, car quand on répond au téléphone, il faut savoir comment diriger la personne, comment l'enligner, comment l'outiller. Donc, on va regarder tout à partir de toute une série de techniques d'écoute qu'on va enseigner à nos personnes. Par la suite, le deuxième bloc, ça va être de regarder la santé mentale et les problèmes de santé mentale. Donc, ce sont 2 aspects différents puis que je trouve sont très importants à inculquer au niveau de nos bénévoles. On a tous une santé mentale, mais on arrive tous à des moments de la vie où ça va plus ou moins bien. Donc, à ce moment-là, comment on intervient avec la personne, d'être sensibilisé à cette réalité-là. Le troisième bloc auquel on regarde, c'est au niveau de la crise suicidaire et la prévention du suicide. Donc, les techniques d'orientation avec la personne qui vit une crise suicidaire, comment l'enligner, comment évaluer qu'on va la transférer au 911 ou qu'on peut poursuivre avec elle, comment désamorcer la crise suicidaire et tout ça. Donc, c'est tous des aspects qu'on va regarder avec nos bénévoles dans le troisième bloc. Et le quatrième bloc, on va regarder, c'est au niveau qu'on appelle les appelants réguliers. C'est des personnes qui vont appeler pratiquement tous les jours dans notre organisation. Donc, c'est pour comment accueillir cette personne-là et comment la voir au même titre qu'une autre personne qui appelle une fois dans sa vie au niveau de l'importance puis la pertinence qu'on peut avoir auprès de cette personne-là. Et dans ce même quatrième bloc-là, on trouvait très important de rajouter dans le contexte du projet qu'on parle aujourd'hui au niveau des minorités francophones. C'est quoi la réalité de vivre comme minorité francophone dans une autre province hors Québec, Ontario? Hein, quand on se retrouve en Alberta ou Yukon et tout ça, l'accessibilité aux services et tout. Donc, c'est un aspect
très pertinent puis qui amène une belle compréhension auprès des bénévoles qu'on va présenter pour terminer la fin de semaine. Donc, toujours dans cette formation initiale-là aussi, on a des blocs de jeux de rôle qu'on va avoir des bénévoles qui font déjà de l'écoute, qui vont venir jouer des rôles d'acteurs, des simulations de téléphone où nos personnes qui veulent être bénévoles vont être mis en contexte de voir, on va voir un peu c'est quoi leurs compétences, leur capacité à répondre à l'appel. Il y a des appels de détresse, toutes sortes de jeux de rôle qu'on va mettre en pratique. Alors, après la formation initiale, on va avoir aussi avec chacune des personnes 3 accompagnements en écoute téléphonique qu'on va appeler en parrainage. Donc, ça va être des blocs, 3 appels, 3 blocs de 4 heures que la personne va devoir faire de l'écoute. On va vraiment pouvoir évaluer si elle part d'une bonne base. Et par la suite, doit remplir cette personne-là, si on l'accepte comme bénévole écoutante, va devoir remplir des rapports téléphoniques et tout ça pour qu'on puisse faire un suivi de la qualité qui est offerte. Donc, en gros, c'est ça le processus pour être bénévole à Tao Te Lehel. Et après ça, tout au long des années, on continue avec des formations pour répondre à des besoins ponctuels, soit de la gestion de crise, la santé mentale, des témoignages de personnes qui vivent certaines situations, ou au niveau de l'inceste, au niveau de l'homosexualité, toutes sortes de thèmes ou de types, ou le deuil, que nos bénévoles vont nous indiquer qui ont une plus grande influence à une certaine période, qu'on va aller trouver des gens pour faire une présentation pour sensibiliser nos bénévoles à ces différentes réalités-là. Et comme j'avais mentionné aussi, il y a toujours un suivi au niveau des rapports d'écoute qui est hyper important pour s'assurer que la qualité est toujours présente. Tao Te Lehel aussi, c'est anonyme, confidentiel, non discriminatoire. Donc, c'est pour monsieur et madame tout le monde, hein? Jeunes, adultes, âgés, toute personne qui a besoin de communiquer, qui a besoin de parler. C'est une écoute qui est basée sur l'empathie, l'accueil, le respect, l'authenticité. Quand on dit que c'est une écoute qui est basée sur l'empathie et l'accueil, c'est pas une écoute, c'est pas une intervention qui est faite au niveau du téléphone. C'est vraiment une écoute qui va être faite dans le sens d'outiller la personne par rapport à comment est-ce qu'elle peut gérer sa problématique, comment est-ce qu'elle peut gérer sa détresse et orienter la personne à trouver ses propres outils. Parce que le but, c'est que quand la personne va décrocher, c'est qu'elle ait développé ses propres aptitudes. On veut pas on veut pas faire un suivi thérapeutique vu que c'est anonyme et confidentiel. Donc, c'est vraiment d'amener la personne à puiser en elle-même et à trouver ses propres solutions. Tao Te Lehel, c'est 365 jours par année, de 8 heures à minuit, tout dépendant aussi du fuseau horaire. Là, si on regarde au niveau de l'Alberta, ça va être de 6 heures à 10 heures. Mon objectif, c'est d'amener Tao Te Lehel à 24 heures par jour d'ici la mi-août. Je travaille fort à essayer de trouver une entente avec une organisation qui pourrait m'offrir de minuit à 8 heures le matin. Donc, ce serait 24 heures pour peu importe le fuseau horaire qui pourrait répondre aux besoins des autres provinces. Comme j'ai indiqué tantôt, il y a 2 salles d'écoute téléphonique et notre mandat premier, la meilleure façon d'identifier notre service, c'est vraiment de la prévention au niveau de la santé mentale. Nos bénévoles, les profils, on a 41%, c'est des jeunes de 18 à 34 ans, beaucoup qui proviennent de l'Université d'Ottawa, l'Université du Québec en Outaouais ou Cégep en technique, même en médecine, qui veulent aller chercher les aptitudes d'écoute téléphonique, les aptitudes de relation d'aide et tout ça, donc qui vont rester chez nous 1 an, 2 ans, 3 ans et qui apprécient beaucoup leur expérience. Adultes 35-64 ans, on va avoir père, mère de famille qui veulent venir offrir un temps d'écoute, des fois un soir de semaine, ou des gens qui sont à la retraite aussi, qui veulent occuper un peu leur temps en partageant un peu leur écoute avec d'autres personnes qui sont en détresse. Et on a aussi 18% aînés 65 ans et plus. D'ailleurs, cette année, on a 3 bénévoles qui ont plus de 25 années de service. Donc, je pense que l'ancrage est assez fort au niveau de nos bénévoles par rapport à l'organisation. Tao Te Lehel, ben, c'est changer le monde d'un appel à la fois, qui est notre slogan, là, qui est un peu ce qui conduit beaucoup nos orientations. Puis la patience et l'écoute empathique. On va avoir beaucoup des personnes qui vont nous appeler, qui vont se sentir seules, qui vont avoir, par exemple, perdu leur travail, qui vont être inquiets pour leur enfant, qui va consommer de la drogue ou qui est plus distant, qui est différent, qui a des changements de comportement. La personne va être découragée,
la personne est endeuillée d'un proche, qu'elle s'ennuie beaucoup, elle a besoin de partager cette tristesse-là. Des personnes d'un certain âge qui leurs enfants ne leur parlent plus, qui ont besoin de parler avec quelqu'un. C'est peu importe, c'est très large, la diversité de problématiques, la diversité de situations qui peuvent amener la personne à avoir besoin de communiquer et avoir une personne qui va être neutre. Donc, telle aide va être là pour écouter cette personne-là et prendre le temps de bien l'orienter puis appuyer ses propres outils. Quand on parle avec l'exemple, je pense que j'ai fait une attaque cardiaque, c'est souvent des personnes aussi qui vont être en crise de panique, qui vont être complètement anxieuses, soit qui sont au travail ou à la maison, qui vont avoir besoin d'avoir quelqu'un pour un peu gérer un peu leur anxiété, leur respiration et tout ça. Donc, c'est très large et je pense qu'on s'en sort très bien pour bien sensibiliser nos bénévoles à faire face à ces différents besoins. Le profil au niveau des appelants et les différentes catégories d'appels, 41%, ça va être surtout concerné des problèmes au niveau de la santé mentale. C'est très large. Hein, quand on parle des problèmes de santé mentale, on parle autant au niveau des différents troubles de personnalité, on va parler au niveau de l'anxiété, le stress, la détresse, la bipolarité, la schizophrénie. Donc, c'est très large. C'est quand même un créneau assez important. Vous allez voir dans les autres profils, dans les autres catégories d'appels, c'est des éléments qui peuvent être quand même assez liés avec les problèmes de santé mentale. Mais on se rappelle que c'est pour tout le monde, car tout le monde a une santé mentale et tout le monde peut avoir besoin de parler une fois ou deux dans sa vie. Donc, les autres catégories d'appels, ça va être au niveau relationnel, plus de 22%. La solitude, 18%, qu'on voit déjà qu'il peut avoir des aspects qui peuvent être en corrélation avec des problèmes de santé mentale dans certains de ces éléments-là. La solitude est très présente, surtout au niveau de nos personnes, on va appeler nos appelants réguliers, des personnes qui vont appeler très fréquemment. Des fois, on est la seule présence pour ces personnes-là dans leur vie, ils n'ont plus de lien avec leur famille ou ils n'ont plus d'attache. Donc, on fait partie un peu de leur équilibre. On est assez important pour eux dans ces contextes-là. Problèmes financiers aussi qui peuvent être un aspect au niveau des appels. Les travail-études, plus d'1%. Santé physique, 5%, qui a plus augmenté depuis un certain nombre d'années. Sexualité, 1%. Toxicomanie, 1%, qui est quand même assez relié avec les problèmes de santé mentale. Les idées suicidaires, 1%. Au niveau... le dernier, c'est pas indiqué. Je suis désolé. Notre ligne d'écoute, ce que vous voyez présentement à l'écran, je trouve ça intéressant de le mettre. Ça l'amène à avoir une distinction entre... Parce que des fois, les gens ils vont confondre ligne de crise et ligne empathique, qui est le cas de Tao Te Ching. Donc, c'est important de mettre une distinction et une définition pour chacun des deux éléments. Donc, quand on parle ici d'une ligne d'urgence et de crise, ça va être vraiment un service d'intervention directe où le principal mandat, ça va être de réponse à l'urgence, de répondre à l'urgence, ou d'assistance immédiate pour répondre à une variété de problèmes liés à la santé ou à la détresse psychologique, ainsi que le suicide. Donc, la personne, dans un contexte de ligne de crise ou d'urgence, va vraiment appeler dans une désorganisation, vraiment dans une situation de détresse très avancée et profonde, qui va vraiment avoir besoin d'une assistance, donc d'une intervention immédiate pour aider la personne à désamorcer cette situation-là. Quand on arrive au niveau de la définition de la ligne d'écoute, ça va être plus de préconiser un service d'écoute téléphonique anonyme, confidentiel, qui va être mené par des bénévoles formés, offrant aux personnes ressentant les besoins d'une oreille attentive ou vivant de la détresse psychologique un soutien émotif dans un climat de confiance et de respect. Donc, on peut voir déjà la différence que quand on vient à parler d'une ligne d'écoute, c'est que la personne va être dans un état oui, de détresse, oui, de peine, mais qui va être beaucoup plus large que ça. On parle vraiment plus au niveau de la prévention en santé mentale. Donc, la personne peut avoir un moment plus difficile et va s'orienter vers notre ligne d'écoute pour aller chercher des outils en elle-même ou aller voir un peu des aspects qui pourraient mieux stabiliser son état de situation. Donc, la distinction entre les deux est assez importante. Mais aussi, important de mentionner que dans le cas de Tao Te Ching, on gère aussi de la crise qui arrive des moments quand quelqu'un pose l'acte au niveau du suicide, on n'ira pas la référer à une ligne de crise.
on va faire une démarche avec elle, puis on va la transférer avec le 911 pour envoyer une équipe de professionnels à son domicile. Donc, c'est sûr que nos bénévoles sont en mesure de répondre à ces situations aussi, mais ce n'est pas une majorité au niveau de nos appels téléphoniques. Si on regarde au niveau du continuum de Talaï, les services en santé mentale, je trouvais important de mettre cet acétate-là pour que vous puissiez comprendre où est-ce qu'on se place dans le continuum. Donc, si on regarde le continuum, on a l'aspect de prévention, gestion de crise, hospitalisation, puis intervention et traitement. Talaï va surtout se placer au niveau de la prévention avec sa ligne au niveau d'information, d'aide et d'écoute. Quand on parle d'information, c'est que aussi on fonctionne avec le 2 à 1. On fonctionne avec des recueils au niveau des ressources, tout dépendant des secteurs qui proviennent de l'appel. On va avoir des outils pour référer la personne à des besoins d'organisation ou à des besoins pour aller chercher un panier d'épicerie ou pour aller chercher de l'aide au niveau de son jeune et tout ça. Donc, on a un recueil de ressources. Puis quand c'est possible, on utilise le 2-1. Quand c'est pas possible, on a demandé à certaines de nos partenaires avec qui on est avec qui ont accès à la ligne 1-800 d'avoir le recueil de services en français où nos bénévoles ont accès et puis peuvent référer à les personnes. La gestion de crise, ça concerne aussi Talaï, mais ce n'est pas notre mandat premier. Donc, on va, dans la mesure possible, référer s'il y a lieu à une ligne de crise. S'il n'y a pas lieu, on va assumer le mandat et amener la personne à être plus stable ou à référer à une ligne, à un service professionnel. Donc ça dépend aussi des offres de services des régions et tout ça, puis on s'adapte dans ce contexte-là. C'est de là l'importance d'avoir une bonne communication. Intervention, traitement, ben ça va être dans les références qu'on va faire auprès des ressources existantes. Puis hospitalisation, ben le terme le dit, hein, c'est qu'on va utiliser des services spécialisés, on va référer la personne à une ligne de référence psychosociale ou tout dépendant de ce qui est disponible comme réseau comme aide. Une autre façon de voir Talaï dans le continuum des lignes d'écoute aussi, on a au niveau les trois aspects, l'information et la référence, que je vous ai parlé que Tao le faisait déjà, l'aide et l'écoute et la crise. Donc, Tao se positionne à peu près dans le milieu. On ne fait pas de l'information et de la référence, c'est une partie du mandat qu'on fait, mais notre majeur, nous autres, c'est vraiment au niveau de l'aide et de l'écoute. Puis comme on l'indiquait tantôt, la crise n'est pas notre majeur non plus, mais on en fait une partie au besoin, puis on est capable de répondre à la crise si ça se présente. Je suis désolé pour la faute du E, c'est des fois les inconvénients en transfert avec le Word puis transférer avec un Mac. Et donc, c'est ça. Donc, ça permet d'avoir une autre façon de positionner Tao, Talaï au niveau du continuum de ligne d'aide. Si on regarde au niveau en résumé, bien, le projet consiste à offrir un service de ligne d'écoute empathique en français pour les francophones qui vivent en situation minoritaire à travers le Canada. Les appels sont reçus par des bénévoles qui se distinguent par leur qualité humaine puis leur compétence d'écoute empathique. Le projet de ligne d'écoute permet aussi, en conservant la confidentialité des appelants, de collecter des données sur le mieux-être et la santé mentale des francophones en situation minoritaire, ainsi que sur leur utilisation des services de ligne d'écoute. L'offre active de Tao, le constat qu'on peut en faire, c'est que les francophones se sentent peu à l'aise de demander des services en français, donc faible demande de services en français. Donc, l'offre active de Tao va permettre une réponse immédiate en français, va aussi permettre d'avoir des activités promotionnelles proactives pour stimuler la demande de soutien en français pour la ligne d'écoute empathique et va aussi stimuler la demande de services en français en favorisant l'accès à l'information sur ces derniers, ainsi qu'encourager la reconnaissance des droits puis de recevoir des services dans sa langue. Donc, ça peut amener à développer le réflexe de faire la demande et non de tout de suite aller au réflexe d'aller avec un service en anglais quand on connaît l'existence de l'accessibilité à un service en français. Si on regarde au niveau des dimensions qui sont abordées par le projet, au niveau réseautage, alors là, c'est le projet qui a engagé les directeurs des réseaux en santé en français à travers le Canada, qui ont contribué à la phase de développement, soit l'analyse des besoins dans l'an 1. C'est ça qu'on veut dire par le réseautage qu'on a pu créer dans le développement de ce projet-là.
Pour ce qui est au niveau de l'accessibilité, c'est que le projet de ligne d'écoute intègre une dimension d'offre active pour stimuler la demande de services en français, ainsi que pour informer les francophones sur les services disponibles dans leur propre région à partir des recueils qui nous sont fournis de certaines régions qui présentement ont accès à la ligne 800. Nos bénévoles sont en mesure de pouvoir donner ces informations-là. Pour ce qui est des ressources humaines, le modèle de Tao est basé sur une équipe de bénévoles qui ont à cœur la santé des francophones à travers le Canada. Puis les bénévoles sont formés pour répondre aux appels ainsi que sur la réalité des francophones en situation minoritaire. Et de là, l'importance aussi d'avoir intégré la présentation sur la réalité des minorités francophones à la formation continue de la fin de semaine. Ça a été un gros plus pour mieux comprendre la réalité qui peut se vivre dans d'autres provinces. Les dimensions abordées par le projet, on a l'engagement communautaire qui est une force assez présente, la ligne d'écoute empathique est utilisée par toute la population. Elle permet de normaliser l'expérience de la détresse psychologique et de la souffrance, ainsi que de déstigmatiser les gens souffrant de problèmes de santé mentale, en rendant plus accessible l'écoute puis l'accessibilité à avoir quelqu'un qui peut prendre le soin de bien nous entendre. On parle aussi de transfert de connaissances qu'on a pu au niveau des 3 dernières années. Les informations tirées des analyses de besoins, de l'évaluation et de l'implantation sont partagées par les réseaux Santé en français. D'ailleurs, tous les documents qui ont été mis sur pied, qui ont été créés, sont accessibles à tous dans le contexte des 3 années de ce qui a été développé. Les résultats attendus, c'est d'augmentation du nombre de francophones qui connaissent les services en français dans leur région, augmentation du nombre d'appelants, augmentation du nombre de demandes pour du bénévolat, augmentation des connaissances des bénévoles et du personnel sur la réalité des francophones vivant en situation minoritaire, puis développement d'outils et de meilleures pratiques. Important peut-être à mentionner que l'augmentation du nombre d'appelants, il ne faut pas s'attendre qu'en un an, tout le monde va se garrocher sur la ligne d'écoute et tout ça. C'est un projet à long terme. J'aime beaucoup avoir la vision triennale, donc d'avoir des attentes plus développées sur 3 ans à partir de l'année 1, tout en regardant le ratio de population francophone. Et la réalité, souvent, qu'on a pu ressortir, c'est à peu près entre 3 et 5% à peu près du ratio de population ciblée qui, normalement, pourrait avoir besoin d'utiliser une ligne téléphonique comme celle de Tao Telaide. Donc, cet objectif-là, de le mettre sur plusieurs années. Et dans les résultats attendus, ultimement, une réduction de l'isolement et de l'exclusion dans les classes. Donc, les personnes qui ont accès à un service en français, à une ligne téléphonique, ça peut leur permettre de partager un peu leur inquiétude et ce qui les tourmente sans le garder pour soi-même dans l'isolement. Augmentation de la demande de services en français, puis la réduction de la stigmatisation des gens souffrant de problèmes de santé mentale. Donc, c'est en gros les résultats qui sont attendus quand on arrive à être implanté dans une certaine région. En conclusion, favoriser chez les francophones en situation minoritaire le maintien d'une bonne santé mentale, un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif puis fructueux, contribuer à la vie de sa communauté en renforçant son réseau de soutien par l'entremise d'une ligne d'écoute empathique qui offre un accès à un service supplémentaire. Et si on regarde au niveau des perspectives d'avenir, même si le projet est terminé au 31 mars, il y a quand même une extension jusqu'à l'automne. On parle ici de mobilisation des réseaux Santé en français, leurs partenaires et les communautés francophones en situation minoritaire. Faire de la santé mentale et la dimension linguistique une priorité aussi pour les instances provinciales et territoriales. Le créneau est assez bien choisi aussi, la période, avec le 150e et tout ça. Favoriser la collecte d'informations sur la sensibilisation à l'offre de services, la demande, puis l'utilisation à l'offre de services en français. Donc, aussi, ça nous a permis de faire une bonne mise à jour au niveau de ce qui est offert et tout. Favoriser une approche d'offre active en informant les appelants sur les services en français qui sont offerts dans la région grâce au cahier et à la collaboration qu'on a eue avec certaines régions. Les prochaines étapes, c'est de confirmer l'intérêt de la communauté pour le développement d'une relation avec Tao Telaide, s'il y a lieu. Validation du degré d'engagement, identifier des actions communautaires pertinentes, formation d'un comité de suivi. Donc, c'est important d'avoir un comité qui est implanté dans la région identifiée parce que le travail ne se fait pas seul. Les mieux placés pour connaître la région, c'est bien les gens au niveau du réseau, c'est les gens de la communauté qui est concernée. Donc, c'est important d'avoir un bon comité de suivi pour assurer la longévité du service. Conceptualisation de la démarche de consultation au plan de communication.
auprès des partenaires ou acteurs clés qui sont identifiés par la suite pour encore là s'assurer d'avoir une démarche efficace. Montage financier, exploration, stratégie de demande de financière, qu'on peut donner un coup de main, et élaboration d'un plan de mise en œuvre et de l'échéancier. Et c'est sûr que pour au niveau de l'exploration de stratégie de demande de financière, on s'attend qu'au niveau des réseaux, qu'il y ait déjà une connaissance qui soit là et qui peut donner un coup de main à savoir quelles pourraient être les orientations ou les éléments qui pourraient être mis sur pied. Je vois Jérémy dans la fenêtre. Donc, c'est tout. C'est la présentation que j'avais à faire avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. C'était une excellente présentation. Écoutez, ça nous laisse quand même une bonne quinzaine de minutes là, pour des échanges, commentaires, questions, réponses. On a 9 participants qui sont avec nous. Donc, 9 participants qui proviennent des réseaux du mouvement Santé en français ou qui gravitent dans le mouvement Santé en français. Donc, je vous invite à utiliser soit la boîte de dialogue, la fonction questions-réponses ou encore à lever la main pour interagir avec nous. Et puis, peut-être que je peux briser la glace avec une question, Jean-François. En début de présentation, tu as mentionné l'évaluation, donc dans le cadre du développement de ce projet pilote-là. Il y avait l'évaluation était présente, donc j'aimerais voir un petit peu, quelle a été la part de l'évaluation, à quelle phase elle s'est greffée au niveau du projet pilote, c'était quel type d'évaluation aussi qui a été menée, puis en quoi ça l'a outillé. J'imagine que ça peut peut-être faire un pont avec les dimensions que tu as présentées à la fin, mais juste voir un petit peu, parce que souvent, mobilisation des connaissances, c'est ça, c'est un aller-retour entre les producteurs et les utilisateurs, puis la composante d'évaluation vient se greffer dans le développement de projets comme ceux-là. Fait que juste voir un peu comment tu l'as vécu de ton côté. Oui. Alors, l'évaluation a été faite en collaboration avec 2 étudiants de l'Université d'Ottawa et c'était à la phase où c'était avec le sud-est au niveau de l'Ontario, donc à Kingston. Et ça a été compliqué aussi parce qu'il faut se rappeler que c'est anonyme et confidentiel. Donc, pour une certaine période, on demandait aux personnes qui appellent si elles étaient disposées à répondre à 2 questions très simples et si l'appel était de provenance du secteur recherché pour lequel on voulait faire une analyse. La réponse, ce qu'on s'entend aussi, c'est pas évident d'aller faire une évaluation dans un contexte d'anonymat comme ça. Il y a quelques personnes qui ont accepté de répondre et le but, c'était d'aller voir est-ce que la ligne était aidante pour les personnes qui utilisent la ligne téléphonique. Et la réponse a été favorable, mais le nombre de personnes qu'on a réussi à aller chercher pour faire l'évaluation était très minime. Donc, il y a eu des aspects à ce niveau-là d'encourager d'avoir une meilleure promotion de la ligne téléphonique. Et tout ça a été fait au début de l'année 2, si je me souviens bien. Oui. Donc, c'était vraiment d'aller voir ce qui était le plus gagnant pour aller de l'avant. Mais on a trouvé difficile dans un aspect anonyme et confidentiel d'aller approfondir l'aspect d'évaluation. Oui, il devait y avoir des bons enjeux par rapport à ça, effectivement. J'ai une question, donc on commence par te remercier pour la belle présentation, Jean-François. La personne, donc Frédéric, aimerait savoir si on peut préciser le stade de développement du projet en Alberta. Ah, c'est de quel Frédéric est de quelle région? De l'Alberta, j'imagine bien. Alors, en Alberta, comme j'ai expliqué, le projet a pris fin au 31 mars 2017, mais mon conseil d'administration a accepté qu'on prolonge jusqu'à l'automne, OK? Parce qu'on a enclenché plusieurs démarches et on est en attente de certaines réponses. Donc, en Alberta, on a entrepris des démarches avec le réseau albertain et avec certaines représentations au niveau de certaines commissions scolaires francophones pour aller voir possiblement avec Centraide et certaines fondations d'aller voir pour aller chercher des sous pour assurer la continuité du projet et on est en attente de la suite de ces démarches-là. Donc, on a créé des démarches concrètes, mais on n'a pas encore de réponse concrète à ce niveau-là. Le réseau albertain nous accompagne là-dedans et on souhaite d'aller chercher des éléments favorables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de sous, des fois, oui, c'est un beau projet. Le côté argent est toujours un peu plate à discuter, mais c'est une réalité dans le sens où
Nous, à Tao-Teled, présentement, on dessert l'Outaouais et Ottawa, et mes bailleurs de fonds me financent pour desservir ces deux secteurs-là. Donc, surtout, je suis dans une situation où je vis des coupures avec mes centraides. C'est très mal d'aller indiquer que j'offre des services à d'autres provinces avec les argents de mes bailleurs de fonds pour mon réseau actuel. Fait que c'est moi, je me retrouve dans cette situation-là où j'ai pas le choix d'aller chercher des sous pour pouvoir poursuivre avec les différents secteurs hors Québec et Ontario. Excellent, merci. Frédéric me précise qu'elle est de la Saskatchewan et effectivement, j'avais cette intuition-là au départ, mais comme la question touchait l'Alberta, j'ai fait un raccourci. Merci pour la précision, Frédéric. Peut-être juste important d'indiquer que la Saskatchewan a été une des premières provinces à avoir un intérêt pour le projet, qu'on avait parti un comité avec certains joueurs, mais c'est pas évident des fois quand il y a un joueur qui quitte, donc le tout a pris fin assez rapidement. Mais au début, on pensait que ça serait avec la Saskatchewan qu'on partirait notre premier projet pilote. Excellent. Donc, je suis toujours en attente d'autres questions et commentaires. N'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue pour me les faire parvenir. J'ai toujours la fonction question-réponse ou encore la petite main levée. Je peux peut-être poursuivre avec une autre question. Elle est au niveau des bénévoles. Donc, effectivement, tu as bien élaboré le type de formation là qu'ils reçoivent. Et j'avais cette question-là de voir un peu s'il y avait des bénévoles de l'extérieur de la région. Les deux centres de ligne d'écoute sont en région ici. Les services sont offerts à l'extérieur de la région. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont à l'extérieur de la région, donc dans les provinces ou territoires dans lesquels le service est offert? Non, mais quand le projet a commencé il y a 3 ans, on avait deux alternatives à offrir aux provinces. Celle de créer leur propre centre d'écoute avec un peu comme guide ce que nous, on a mis sur pied dans notre région, ou d'avoir accès à la ligne 800. Puis pour des raisons monétaires et une réalité aussi au niveau de la confidentialité, ce qui était le plus populaire, c'était vraiment d'avoir accès à la ligne 800. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça ne serait pas impossible avec les technologies d'avoir quelqu'un qui pourrait faire de l'écoute d'une autre province, mais il faudrait que la personne puisse suivre la formation et tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment des gens qui sont de Ottawa et de Gatineau qui font de l'écoute. Donc, si je comprends bien, le pont avec les minorités, les francophones en situation minoritaire se fait dans le bloc de formation, puis via les échos que vous pouvez avoir du comité de suivi qui est ancré, lui, dans la communauté dans laquelle le service est offert. Oui, tout à fait. Oui. Excellent. J'ai une question. Donc, on te remercie encore une fois pour l'excellente présentation, Jean-François. Si tu avais à nommer les grands succès et défis du projet, et c'est ma collègue Caroline Vézina qui pose la question. OK. Ben, moi, personnellement, ce que j'ai adoré, c'est de rencontrer d'autres communautés. On s'est beaucoup déplacé. Le nord de l'Ontario, l'Alberta, c'est plus Rosanne Aymar qui est allée sur place. Je veux dire, ça coûte des sous, on ne peut pas partir toujours tous les deux. La grande réussite, je suis très content au niveau d'avoir mieux connu la réalité des minorités francophones et aussi de l'aboutissement présentement avec le Yukon. Ça, je suis content. Mon conseil d'administration n'était pas sûr qu'on finirait. Le but, c'était pas de finir avec une entente avec une province. C'était vraiment de faire profiter les connaissances puis le savoir-faire de Tao-Teled. Alors, de finir avec une entente potentiellement avec le Yukon, c'est une grande fierté, mais surtout d'avoir mieux connu la réalité des autres provinces. Ça, je dirais que c'est un atout très important puis c'est un bel élément très positif que je trouve là, dans les apprentissages des 3 ans qu'on a vécu. Et puis pour les défis? Ben, les défis, on est dedans présentement. Quand on parle pas d'argent, ça va très bien. Les comités, tout ça, mais c'est une réalité. C'est comme ça au Québec, c'est comme ça en Ontario, c'est comme ça dans d'autres régions. D'arriver comme ça dans une autre province, il y a le côté politique à tenir compte. On n'arrive pas comme ça, puis faut tenir compte de l'historique de l'environnement. Et là, on a environ 4 à 5 mois pour aller redéfinir peut-être une ou deux autres ententes pour garder des liens avec certaines régions. Donc, le défi, c'est d'aboutir avec des ententes pour d'autres secteurs autres que le Yukon. On le souhaite, à savoir est-ce que ça va pouvoir se faire? Je ne le sais pas. Je pense que la volonté est là, elle est très forte,
mais il y a des réalités propres à chacun des territoires qui ramènent un peu au rationnel de la situation. Oui, effectivement, je comprends bien. Merci. J'ai trois questions. Donc, j'y vais avec la première. Donc, Frédéric demande, est-ce que je comprends que n'importe qui ayant le numéro 1-800 à travers tout le pays pourrait appeler le numéro? Ben, oui, mais s'il vous plaît, il faut qu'on se parle, il faut qu'on communique. Moi, c'est sûr qu'il n'y a pas de frais pour la personne qui appelle, mais il y a des frais pour Tao Telaide quand même. Mais oui, mais des fois même j'ai des appels des États-Unis, des francophones, des Franco-ontariens ou des Québécois qui sont allés vivre aux États-Unis qui appellent. C'est vrai, oui, elle est accessible, mais pour assurer qu'elle puisse bénéficier vos gens du territoire, il faut qu'il y ait une promo, il faut qu'on puisse s'asseoir pour voir comment est-ce qu'on va faire connaître la ligne et tout ça. Donc oui, vous pouvez l'essayer, mais dans une vision à long terme, il faut pouvoir s'asseoir et développer une entente de service. Parce que sinon, moi, si j'ai pas de sous, il va falloir que je coupe des codes et tout ça parce que je n'arriverai pas au niveau financier pour l'organisation à long terme. Excellent. J'ai une autre question donc de Nancy du Réseau du Sud. Donc, un projet très intéressant. Bravo. Est-ce que les bénévoles sont aussi formés aux besoins des nouveaux arrivants francophones hors Québec? Donc, les besoins en santé mentale de cette population est très important et particulier. Oui, comme j'ai mentionné, dans notre formation continue, on a un volet important qu'on a rajouté au niveau de la réalité des minorités francophones. Moi, avant de travailler à Taladutaouais, c'est une réalité auquel je n'étais pas vraiment familier. J'ai vraiment pris connaissance que c'est tout un enjeu, que c'est pas évident non plus, tout au niveau de l'isolement, puis d'avoir l'accessibilité aux services, surtout en santé mentale. Parler de notre santé mentale, nos problèmes de santé mentale dans une autre langue, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est un aspect qu'on ramène à nos bénévoles quand on donne la formation pour qu'ils soient bien à l'affût de cette réalité-là si quelqu'un appelle dans un contexte de besoin comme ça. Une autre question, de Madame Janine Proux. Bravo pour l'excellente présentation. Est-ce qu'il y a des démarches exploratoires en cours ou prévues pour assurer le maintien du service Tao, Telaide, dans le sud-est de l'Ontario? Donc, Janine qui est à Kingston. Oui, tout à fait. Rosanne donne encore un peu de temps, qui m'aide là-dedans, parce que moi, j'ai mon organisation à m'occuper aussi, je ne peux pas tout faire, là. Donc, il fait encore, qui est supposé de prendre contact avec Nancy Moore à Kingston, qui avait déjà fait une demande à condition qu'on soit 24 heures. Maintenant qu'on a l'éventualité d'être une ligne 24 heures au mois d'août, peut-être que ça pourrait être plus gagnant pour avoir une entente ou avoir une offre de service avec Kingston. Donc, c'est à suivre. Merci. Une question de la Colombie-Britannique, de notre collègue Émilie Dèche. Donc, comment avez-vous fait connaître la ligne dans les régions concernées? Priorité, c'est on a mis sur pied un comité qui nous aide à aller voir quels sont les meilleurs points d'ancrage pour faire la promotion de la ligne. J'ai aussi une agente de communication qui a donné un coup de main, qui est allé voir, exemple, les journaux francophones dans les provinces, d'aller voir au niveau des médias sociaux, d'aller voir c'est quoi les éléments d'extension, les éléments, les ponts qu'on peut aller chercher pour faire valoir la ligne téléphonique sans que ça coûte une fortune, les stations de radio. Donc, c'est important qu'on nous a présenté pour les provinces avec lesquelles on a fait un bout de chemin. Puis, à partir de ces éléments-là, dans la capacité de payer, on a fait de la promo de la ligne Tao Telaide à partir de certains de ces éléments, de ces moyens-là. Excellent. Peut-être en complément à la question d'Amélie, êtes-vous passé par d'autres organismes qui travaillent au sein des francophones en situation minoritaire, soit au niveau culturel ou de l'éducation ou autre? Ben oui, comme en Alberta, on a par l'intermédiaire, c'est important pour nous, c'était priorité de passer par les réseaux qui sont d'après nous les meilleurs connaisseurs au niveau des portraits des autres établissements ou des autres services. Et exemple, quand on va en Alberta, on a des liens aussi avec les commissions scolaires francophones. Donc, qui ont permis de faire la distribution des aimants puis des cartons promotionnels dans les casiers des élèves. Mais le tout partait avec le réseau qui, lui, nous amenait à rencontrer des gens, puis à faire des contacts, puis à voir
tant au niveau de l'immigration, puis tout ça, qui pourrait être intéressé ou intéressant à faire valoir la ligne téléphonique. C'est un travail d'équipe, hein? Oui. Nous, on ne peut pas connaître parfaitement les territoires. Fait qu'on avait, l'important, c'est d'avoir une bonne collaboration avec les instances qui étaient déjà sur place. Oui, effectivement. On a encore peut-être 1 minute ou 2 pour des questions. J'ai épuisé les questions qu'on avait. J'en ai peut-être 1 ou 2 en tampon pour toi, Jean-François. Rapidement, j'y vais avec les deux. Qu'est-ce que le 2-1-1? Pardonne-moi, je suis néophyte en région, donc je ne connais pas le 2-1-1. Tu as référé à ça tout à l'heure. OK. Alors, le 211, c'est un simple numéro de 3 chiffres qui, dans plusieurs provinces, donne accès à toute une banque d'informations de ressources. OK. Alimentaires, que psychosociales, que d'aide, qui est d'une variante assez élargie. Le 2-1 est très ancré en Ontario. Au Québec, il fait pitié dans quelques régions. Puis dans les provinces de l'Ouest, il est beaucoup plus présent. Donc, nous, si on va chercher, mettons, le 211 Calgary ou le 211 dans certaines régions, on va avoir un listing de toutes les ressources d'aide qui peuvent être accessibles, mais dans des contextes plus éloignés de l'Ouest, ils ne donneront pas nécessairement les services en français. Donc, c'est pour ça, comme en Alberta, comme au Yukon, qu'on avait besoin d'avoir des recueils numériques ou papier qu'on puisse donner à nos bénévoles pour bien orienter les personnes. Mais le 2-1 est de plus en plus ancré. C'est une priorité pour le Centraide national d'avoir le 2-1 partout à travers le Canada. Excellent, merci. Ça parfait ma culture générale. Peut-être une dernière question rapidement en finale. Au niveau du profil des appelants, j'ai bien aimé dans le fond comment vous êtes en mesure de découper en pourcentage. Est-ce qu'il y a une évolution en termes de pourcentage ou d'un profil d'appelants avec les ans qui se dessine? Quelque chose qui, bon, peut-être être moins nombreux il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, puis qui se démarque aujourd'hui, ou vous avez une certaine stabilité dans ce profil Ça va d'appelants-là? changer d'une année à l'autre. C'est drôle que tu me parles de ça. Comme hier, c'était notre assemblée générale annuelle qu'on a présenté notre rapport d'activité, puis on s'est rendu compte que les hommes étaient en grande baisse pour la dernière année. Les hommes étaient à plus de 21% seulement comparativement à 79% des femmes. Donc, on a des questions à se poser, on a des interrogations, peut-être certains moyens promotionnels à changer, puis tout ça. Donc, ça va varier d'une année à l'autre. Les problèmes de santé mentale restent toujours aussi présents, mais les autres éléments, les autres sphères, elles, peuvent avoir certaines variantes. Excellent. Merci beaucoup. Écoute, Jean-François, je te remercie pour ta présentation, ton temps pour la période de questions-réponses. Je vais, dans le fond, clore le webinaire avec un partage de quelques informations. Pour vous inscrire et recevoir les prochaines invitations des webinaires, info@santé.français, n'hésitez pas à faire circuler dans vos réseaux, auprès de vos partenaires. On se revoit l'automne prochain. Hein? C'était notre dernier webinaire avec Jean-François aujourd'hui sur la présentation de la ligne d'écoute Telaide-Outaouais. N'oubliez pas d'aller remplir le sondage. J'ai envoyé le lien dans la boîte de dialogue. Vos rétroactions nous sont utiles pour planifier les programmations, les contenus, les sujets qui vous intéressent. Et finalement, n'oubliez pas d'aller visiter le www.rvsanté-2017.ca. C'est le rendez-vous santé en français. Ça arrive tous les 5 ans. C'est notre grand événement qui arrive au terme de notre programmation, donc qui couvre les réalisations des 5 dernières années et qui se tiendra sous le thème 150 façons d'agir ensemble. Donc, merci à tous. Merci Jean-François encore une fois, puis on se dit à la prochaine. À la prochaine.